Il est 19h, bonsoir, merci d'être fidèle à votre 19-20. En Alsace, ce lundi, l'enquête se poursuit autour du meurtre d'un jeune homme de 32 ans, samedi à Rixheim. Un suspect a été interpellé, il connaissait la victime. Le coup de feu mortel serait l'épilogue dramatique de plusieurs altercations entre eux. À 2 semaines du premier tour des législatives, nous entamons un tour d'Alsace des circonscriptions par la 8e du Bas-Rhin, celle de Wissembourg. Caroline Kellner sera avec nous chaque soir pour décortiquer les enjeux de ces territoires divers et variés. À quel spectacle les habitués du Théâtre national de Strasbourg pourront-ils assister la saison prochaine? La programmation a été dévoilée ce matin par son directeur Stanislas Nordet, avec à nouveau la volonté de mettre en valeur la création contemporaine. Il a fait chaud aujourd'hui, un peu plus encore que les derniers jours. Tous les moyens sont bons pour se rafraîchir, notamment en ville. Sur ces images à Strasbourg, mais à la chasse au record de température, c'est Ensheim qui a fait fort, 33,5 degrés. C'est un peu plus qu'en mai 2005, le précédent record. Une canicule qui n'a pas déclenché d'orage, mais de grosses pluies sur certains secteurs, notamment le long des Vosges, des pluies qui ont cessé. Que s'est-il passé samedi soir dans le quartier de la Rotonde à Rixheim? Un homme de 32 ans a été mortellement touché par balle. D'importants moyens d'enquête ont été déployés. Ils ont permis d'interpeller un suspect. C'est ce qu'a annoncé le procureur de la République de Mulhouse cet après-midi. Le point sur place avec Marie Coulon et Nicolas Meyer. Contrairement à ce qui a été annoncé dans un premier temps, Karine, un suspect a bien été interpellé dès hier après-midi sur la voie publique à Zimmersheim, une commune toute proche de Mulhouse. C'est pour éviter toute escalade de violence que les enquêteurs ont d'abord préféré taire cette information. Alors concernant son profil, il s'agit d'un Rixheimois âgé de 31 ans, déjà connu des services de police. Il aurait été rapidement désigné par des témoins du drame comme étant l'auteur présumé du coup de feu mortel. Je vous propose d'écouter le procureur de la République de Mulhouse. Les gendarmes ont été mobilisés jusqu'au niveau régional. On fait un travail d'enquête et d'identification qui a été immédiat et qui ont conduit effectivement à l'interpellation hier après-midi de la personne qu'on peut considérer comme étant le suspect numéro 1 dans ce dossier, au vu des explications qui ont été données par les différents témoins, du travail d'identification et enfin de ses propres déclarations dans le cadre de la garde à vue où il reconnaît son implication dans cette affaire. Quant à la victime, il s'agit d'un Mulhousien de 32 ans, lui aussi déjà connu des services de police et il connaissait bien le tireur présumé. Il se fréquentait depuis de nombreuses années. Samedi soir, les deux hommes s'étaient donné rendez-vous à proximité de l'ancienne épicerie du quartier de la Rotonde de Rixheim pour s'expliquer suite à plusieurs différends. L'échange a rapidement tourné à l'altercation violente avant le tir fatal. Prise en charge par des automobilistes puis par les services de secours, la victime touchée au thorax est décédée à son arrivée à l'hôpital. L'enquête confiée à la section de recherche de Strasbourg devra notamment éclaircir les raisons précises de ce coup de feu mortel. La garde à vue du suspect vient d'être prolongée. Une information judiciaire pour assassinat devrait être ouverte dans les prochains jours. Et l'enquête concernant le décès d'un adolescent vendredi soir en gare d'Absheim livre elle aussi ses premières conclusions. Les témoins entendus ont expliqué que les jeunes s'amusaient sur les voies depuis plusieurs minutes lorsque, voyant leur train pour Mulhouse arriver, certains d'entre eux ont traversé les rails. La victime âgée de 14 ans a été tuée sur le coup. Une jeune fille a, elle, été blessée à l'œil par des graviers de ballast. Et un autre drame survenu ce week-end. Un jeune homme d'une vingtaine d'années s'est tué samedi en milieu de journée sur le site de la Martinswand, très prisé des grimpeurs, non loin du col de la Schlourt. Il a chuté de 6 mètres de haut alors qu'il escaladait une falaise. Il portait un casque mais a heurté la falaise, la tête la première. Les secours n'ont rien pu faire. Loïc Schaeffer, Bernard Stemmer. Ce sont des falaises de granit bien connues des amateurs d'escalade. Au cœur des Vosges, à mi-chemin entre le Honeck et le col de la Schlourt, le site de la Martinswand offre un panorama magnifique. Mais ces voies sont aussi classées terrain d'aventure, autrement dit une falaise que les grimpeurs empruntent à leurs risques et périls. Le drame de ce week-end est venu le rappeler. Ça peut arriver à n'importe qui, bien sûr. Après, il faut être dans la connaissance des choses, savoir gérer sa sécurité. Moi, je pense que quand on a une grande notion et toujours avoir une certaine marge, entre la difficulté maximum qu'on a et la difficulté de la voie. Ouais. Ok, parti! Et justement, la Martinswand est loin d'être une promenade de santé, même pour le plus chevronné des grimpeurs. Pour ce passionné qui a déjà gravi 230 falaises dans tout l'est de la France et écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, la difficulté de ce site ne réside pas dans l'escalade pure ou l'absence de prise, ce sont plutôt les excroissances sur la paroi rocheuse qui peuvent s'avérer redoutables.
Normalement, les parois difficiles sont en dévers, alors quand vous chutez, vous tombez simplement dans le vide sans toucher le rocher, un peu comme dans une salle d'escalade. Mais à la Martinswand, il y a de grosses saillies rocheuses très dangereuses en cas de chute. Vaut mieux pas tomber. L'enquête devra encore déterminer les circonstances exactes de la chute qui a entraîné la mort du jeune homme. Ce dernier semblait en tout cas disposer de tout l'équipement adéquat. En 20 ans, c'est le 3e accident mortel sur le site de la Martinswand. La moralisation de la vie politique au cœur des préoccupations sur un plan national mais aussi local. Le président de l'Eurométropole veut s'attaquer à l'absentéisme des élus car trop d'absents peut entraver le fonctionnement des commissions. Des explications de Naoufal El Kawafi et Jérôme Gosset. Les absents ont toujours tort et ce n'est pas les élus de l'Eurométropole qui vous diront le contraire. Le président, Robert Herrmann et ses équipes travaillent en ce moment même à un système de sanctions pécuniaires contre l'absentéisme. Pas présent, pas d'argent, des sanctions financières pourtant compliquées à mettre en place. Dans les établissements publics, il n'est pas prévu de sanctions pour les élus. Je trouve ça dommage et par conséquent, il me paraît normal et juste que quand des élus qui ont souhaité être élus, on n'est jamais contraint d'être élus, n'accomplissent pas leur mission, il est normal qu'il puisse y avoir à un moment ou à un autre, une sanction. Cette sanction, elle peut être politique, elle peut être aussi pendant la durée du mandat, en tout cas financière. Et pour cause, la dernière réunion de la commission permanente a dû être annulée faute de quorum, le nombre minimal de voix. Seuls 49 élus étaient présents sur 100. Et si le projet fait l'unanimité chez les élus, il ne doit pas être pour autant généralisé. Sanctionner sur toutes les commissions n'a peut-être pas de sens, mais au moins sur les séances plénières. Et puis surtout, je souhaite que nous mettions en place la transparence en permettant à chaque citoyen d'aller sur Internet, regarder ce qu'est la présence de ses élus. Au-delà de la question de l'indemnité, ça permettra que chacun soit jugé nommément et qu'on ne soit pas dans le fantasme et qu'on regarde concrètement qui fait quoi en termes de présence. Une transparence donc plus visible des conseillers de l'Eurométropole. Le système de sanctions a fait en partie ses preuves au Sénat et il sera voté au prochain conseil en séance plénière le 30 juin prochain. Et dans 15 jours, le premier tour des élections législatives. Nous entrons dans la dernière ligne droite de la campagne. Nous vous la ferons vivre jour après jour. Caroline Kellner, bonsoir. C'est vous qui allez animer ce journal de campagne. On vous retrouve dans un instant. Le temps de décrypter un mot de cette élection. Rendez-vous quotidien. Et on démarre par le plus élémentaire d'entre eux, le mot député, que nous explique Jennifer Alberts. Député, nom masculin signifiant représentant. Le député est un citoyen élu par les électeurs d'une zone géographique donnée qu'on appelle circonscription. La plupart des 577 députés français sont élus en province. Et leur garçonnière à Paris, c'est l'Assemblée nationale. Pour être député, il faut aimer jouer à pile ou face. Pile pour l'Assemblée où il porte la voix de ses concitoyens. Face pour sa circonscription où il incarne la nation. Oh, c'est beau. Un député est élu pour 5 ans au scrutin majoritaire à 2 tours. À l'Assemblée, le principal boulot d'un député, si ça bosse un député, c'est de proposer et de voter des lois. Mais avant de les voter, il les examine en commission et les modifie si nécessaire. En fait, tout le temps. Les députés sont obligés de faire partie de l'une des 8 commissions de l'Assemblée nationale, mais rien ne les oblige à y siéger, ça se saurait. Les députés contrôlent aussi l'action du gouvernement en lui posant des questions tous les mercredis en séance publique. Et une séance de questions au gouvernement, c'est rarement calme et reposant, comme quoi le mercredi, c'est vraiment le jour des enfants. Alors en Alsace, il y a 15 députés à élire, 15 circonscriptions à découvrir. Caroline Kellner, vous en avez sélectionné 10, des territoires à enjeux particuliers. Et vous démarrez avec la 8e du Bas-Rhin, la plus au nord du département, celle de Wissembourg. Quelles en sont les caractéristiques ? Alors d'abord Karine, cette circonscription est celle qui a la plus grande frontière avec l'Allemagne. Vous allez le voir tout de suite sur la carte. Le transfrontalier est donc un enjeu majeur et cela d'autant plus que c'est un des secteurs de la région où on parle le plus le dialecte. Ensuite, c'est une circonscription rurale, la principale ville étant Wissembourg. Et puis en termes politiques, c'est une circonscription très bleue, bleu marine même, puisque Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour de la présidentielle et a obtenu 47,5% au second tour. Voilà pour le contexte. Je vous propose maintenant d'écouter ce que souhaitent les électeurs, ce qu'ils attendent de leurs futurs députés. Ils répondent à Judith Young. Territoire largement rural et dialectal, la 8e circonscription du Bas-Rhin, très à droite lors de la dernière présidentielle, est aussi franchement tournée vers son voisin allemand. Qu'attendent les électeurs de leurs futurs députés ?
Par rapport à mon engagement pour le bilinguisme, j'attends du député qu'il fasse quelque chose pour le bilinguisme. C'est-à-dire qu'il nous aide dans tout ce qu'on fait dans les écoles, dans tout ce qu'on fait dans le transfrontalier aussi. C'est quelque chose qui se met en place, qui prend des belles allures. Mais bon, si le député nous aidait, ce serait hyper chouette, quoi. Ce qui me préoccupe avant tout, c'est la lutte contre la pollution, en ce qui concerne par exemple la circulation autour de Strasbourg. Et donc dans un deuxième temps, l'une de mes préoccupations est aussi l'attitude par rapport à l'Europe. J'aimerais bien une Europe solidaire, ouverte, et que l'on aide par exemple l'Italie à gérer le flot de migrants qui après tout demandent asile à l'Europe. Je m'occuperai beaucoup plus de nos citoyens, je serai beaucoup plus proche, je me battrai pour nos spécificités, notre culture, nos traditions, parce que nos ancêtres se sont battus pour cet acquis, et surtout ne pas avoir honte des Alsaciens, d'avoir notre petit accent. Alors moi, député, comme on est en circonscription transfrontalière, je pense aux transfrontaliers, aussi à l'Europe. Donc on a quand même pas mal de travailleurs frontaliers, donc il faut s'intéresser à leur cas. Souvent on a des soucis, par exemple sur la directive des travailleurs détachés, sur la directive de la sécurité sociale, sur l'allocation chômage. Aujourd'hui on est indemnisé en France, demain peut-être ce sera le cas en Allemagne. Mais je m'intéresserai aussi à mes collègues allemands, donc les députés allemands du Bundestag, mais aussi aux députés européens. Parce qu'encore une fois on est en zone frontalière, donc il y a une mobilité. Il y a une ingérence peut-être des fois sur certains dossiers, que ce soit au niveau de la santé, de la sécurité sociale. Et je pense contrairement à notre député en France, moi, je devrais m'occuper de ça. Voilà, beaucoup d'attentes de la part des électeurs, on les entend. Quel candidat pour y répondre dans cette circonscription, Caroline ? Alors ils sont 12 en tout à briguer ce siège. Parmi eux d'abord le député sortant, Frédéric Reiss, 67 ans, candidat pour les Républicains. Il vise un 4e mandat qui pourrait être celui de trop, mais il ne faut pas oublier que, je le disais, c'est une circonscription qui vote à droite. Et en plus, Frédéric Reiss a été élu 2 fois au premier tour, en 2007 et en 2012. Interrogé sur le besoin de renouveau exprimé par les électeurs lors de la présidentielle, il met en avant son expérience. On l'écoute. Monsieur Macron qui veut faire du renouveau, et il l'a fait, il l'a prouvé, il veut faire travailler ensemble la droite et la gauche, tant mieux, mais ce sont des choses qu'on a su faire, mais il a aussi fait appel à l'expérience, puisqu'il a des ministres qui ont 69 ans dans son gouvernement, avec des jeunes qui arrivent, et je pense que de ce point de vue-là, il faut trouver le bon équilibre entre l'expérience et le renouvellement. Et vous seriez l'expérience ? Et je serais même la force de l'expérience. Voilà, et en face de ce candidat expérimenté, le maire de Wissembourg, Christian Glich, 45 ans, engagé pour La République En Marche, très connu dans sa ville, mais un peu moins sur l'ensemble du territoire, comme peut l'être le sortant. Il pourrait néanmoins créer la surprise en profitant de l'effet Macron et de la volonté des Français de donner une majorité au gouvernement. Seul bémol, Christian Glich a été long à se poser en politique. C'est la première fois seulement qu'il a une véritable étiquette. Par dépit, avant de connaître le mouvement En Marche, j'étais allé au PRG, qui est un parti de centre-gauche, cousin du parti radical de François Hollande, je tiens à le rappeler, de Jean-Louis Borloo. Donc on voit bien cette sensibilité centriste, humaniste et profondément européenne. Et lorsque j'ai vu Emmanuel Macron, comme beaucoup de Français, je me suis dit enfin quelqu'un qui dépasse les clivages, enfin quelqu'un qui veut rassembler les Français. Et puis, évidemment, Karine, il y a le Front National. Le candidat dans la 8e circonscription est Gérard Janus, maire de Fort-Louis, 64 ans. Le Front National fait généralement des scores très élevés dans cette circonscription. Reste pour le candidat d'aller au bout, cette fois, peut-être lors d'une triangulaire. Et puis, il va aussi falloir qu'il clarifie le programme du FN, notamment sur l'Europe. On l'écoute. On laissera le choix aux Français de choisir si on doit sortir de l'Europe ou pas, soit par référendum, soit par beaucoup de choses. Mais à mon avis, l'Europe, il faut rester. Même si je suis candidat à Front National, je le dis, surtout nous qui travaillons avec beaucoup de travailleurs frontaliers dans notre secteur. Et on ne peut pas changer de monnaie comme ça, c'est pas possible. Voilà, pour les principaux candidats, je vous laisse regarder très vite avec moi, Karine, le nom de tous les candidats de cette circonscription. Cette liste et toutes les informations qui la concernent sont bien sûr sur notre site internet. Merci beaucoup Caroline et je vous dis donc à demain. À demain.
Et on poursuit avec cette opération coup de poing de Reporters sans frontières. Une centaine de journalistes emprisonnés, 140 médias fermés en un an. La liberté de la presse en Turquie inquiète et des membres de l'association sont venus le dire devant la Cour européenne des droits de l'homme à l'appui des œuvres de l'artiste parisien de street art C215. Reportage Françoise Bedin, Didier Bert. Ils sont arrivés vers 10h30 ce matin, une quinzaine de personnes venues de Paris pour manifester leur inquiétude et leur solidarité devant la Cour européenne des droits de l'homme. Inquiétude à propos de la situation d'une centaine de journalistes en détention provisoire en Turquie. C'est le dernier espoir. Strasbourg, les journalistes turcs en prison, leurs familles le disent, c'est le dernier espoir parce qu'ils ne font pas confiance à leur justice. Ils savent que la Cour constitutionnelle ne fonctionne plus, que 2 de ces magistrats sont en détention. Et donc, un grand nombre d'entre eux, 17, ont exercé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de la détention arbitraire. Ils attendent maintenant que la Cour statue en urgence sur leur cas. L'artiste parisien Christian Guémy, alias C215, spécialisé dans le street art, a réalisé au pochoir de nombreux portraits que les bénévoles du mouvement ont tagués au sol. Car depuis la répression après le coup d'État avorté du 15 juillet 2016, ces visages emprisonnés attendent dans les geôles turques. Erol Oderoğlu, journaliste franco-turc et lui-même en attente de son procès, il risque 15 ans de prison. Moi aussi, je suis menacé de prison. J'ai un procès qui est en cours et le procès continuera au mois de juin. Je suis accusé de faire la propagande d'une organisation terroriste, en l'occurrence le PKK, et pour m'être associé à une campagne de solidarité en faveur d'un journal pro-kurde. Erol Oderoğlu va retourner à Istanbul pour son procès, mais aussi pour se battre au nom de RSF, pour les journalistes et pour la liberté de la presse. Une image de sport à présent, la dernière sans doute de Paul-Henri Mathieu à Roland-Garros, en tout cas dans le tournoi de simple. Sa 15e participation au Grand Chelem parisien a pris fin dès le premier tour face au 11e mondial. Le Belge Goffin, trop fort pour l'Alsacien, battu 6-2, 6-2, 6-2. Lui qui avait remporté ce tournoi chez les juniors en 2000. Chapeau pour sa longévité, il a été longuement salué par le public. En basket, la saison de Pro A se poursuit pour Strasbourg. La SIG s'est qualifiée pour les demi-finales des playoffs, ce tournoi qui désignera le champion de France. Début des hostilités demain au Rhenus face à Villeurbanne. 4 équipes donc sont encore en course et ne se sont pas forcément les équipes attendues. Les explications de Manuel Goetz et Didier Bert. Monaco en blanc, leader incontesté de la Pro A, éliminé vendredi dès les quarts de finale par Villeurbanne, le 8e de la saison régulière. En basket, c'est ce qu'on appelle la magie des playoffs. Et c'est la magie, la dureté des playoffs plutôt, parce qu'en l'occurrence, c'est pas mérité. Et donc, bien sûr que beaucoup s'en réjouissent, mais moi je trouve que c'est quand même très dur pour Monaco, quoi. Villeurbanne qui aurait même pu passer vers la trappe en saison régulière et qui là fait sortir la meilleure équipe et de loin du championnat, donc c'est cruel pour Monaco. La SIG qui avait été triée par Monaco le 16 mai dernier. Strasbourg a eu du mal à répondre au combat physique imposé par la Roca Team, là où l'Asvel a tenu le choc. C'est un gros combat physique qui va être proposé, donc il va falloir qu'on soit prêt, qu'on ne recule pas et qu'on joue notre jeu, mais 40 minutes. L'élimination de Monaco permet à Strasbourg, comme face à Pau en quart de finale, d'avoir l'avantage du terrain pour les 2 premiers matchs de cette demi-finale qui se joue au meilleur des 5 rencontres. On jouera ici. C'est pas un avantage de jouer Villeurbanne plus que Monaco. S'ils ont été capables de faire ça, c'est qu'ils sont bons. Et donc voilà, ça c'est pas un problème. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de commencer à la maison, voilà, dans un Rhenus en feu. Donc j'attends ça avec impatience. SIG Asvel en play-off, voilà qui va rappeler de mauvais souvenirs. Il y a un an, lors de la finale au Rhenus, Strasbourg s'était incliné, laissant le titre tant espéré filer à Villeurbanne. Une belle occasion de réécrire l'histoire. Nous vous proposons ce soir de rencontrer, pourquoi pas de vous inspirer du travail des makers. Ce sont des bricoleurs, des inventeurs qui fabriquent un maximum de choses eux-mêmes. Ils étaient réunis ce week-end dans Festival, le premier du genre à Strasbourg, dans la tendance du faire soi-même. David Meneux, Christian Lemel. Cela ressemble à un concours Lépine où il n'y aurait aucun prix à gagner. Des inventions à tous les stands, avec plus ou moins de technologie et des machines plus ou moins utiles. Voici par exemple l'imprimante à crêpes issue de la récupération. Même avec des choses qu'on pensait inutiles, par exemple les scanners là ne fonctionnaient plus, ils n'avaient plus leur fonction principale
de scan, et ben on peut réutiliser des parties qui sont à l'intérieur pour faire autre chose, soit pour le plaisir ou pour avoir des choses utilitaires. Récupérer des objets, des parties d'objets cassés ou qui ont plus leur fonction pour en faire autre chose. Fabriquer des objets, les réparer, les modifier, tout le monde en serait capable, il suffit d'avoir l'outil et d'être bien conseillé. C'est tout l'intérêt d'un Fab Lab, un laboratoire de fabrication comme celui-ci. À disposition, une imprimante 3D, une découpeuse laser et une fraiseuse pilotée par ordinateur. On peut avoir des fois des adhérents qui ont besoin de telle ou telle compétence qu'ils n'ont pas eux forcément. Et donc là on intervient, on les met en relation pour qu'ils puissent s'entraider. Alors si toi tu sais créer en 3 dimensions et que moi je ne sais pas le faire, je vais pouvoir t'aider, tu vas pouvoir m'aider pour ce projet-là. Et peut-être que pour un autre projet, moi je vais pouvoir te donner ma compétence sur le bois, etc. Du bricoleur à la start-up, la communauté des makers est multiple et pas forcément portée sur le high-tech. Ici, changement de destin pour de vieux tiroirs. On parle d'un objet qui existe déjà et qui va être jeté pour en faire quelque chose qui va resservir sous une autre forme. Donc vraiment, en l'occurrence, ça va devenir un pouf repose-pied. Les gens en ont marre d'avoir tous les mêmes choses, d'acheter tous les mêmes choses au même endroit et donc commencent à vouloir personnaliser de plus en plus leurs intérieurs et aussi de consommer différemment. Donc je pense que c'est vraiment une tendance qui revient de plus en plus chez tout le monde. Ce type de festival se multiplie en France et dans le monde. Le prochain, dans quelques jours à Paris, avec 300 makers invités. 3e saison de l'ère Stanislas Nordet au Théâtre National de Strasbourg. Elle ne démarrera qu'en septembre, mais le directeur du TNS en a déjà dévoilé les détails ce matin. 16 spectacles à découvrir et toujours un parti pris extrêmement fort, celui de la création contemporaine. Les explications d'Olivier Stéphan et Jérôme Gosset. À l'affiche de cette future saison, Gorky et Tchekhov, voilà pour les classiques, mais surtout 14 autres spectacles d'auteurs contemporains, dont 6 créations. Stanislas Nordet ne change pas de ligne, montrer le théâtre qui s'écrit aujourd'hui pour mieux penser le monde d'aujourd'hui. Voilà pourquoi le terrorisme, la notion d'interview ou la ville de Calais seront sur scène à Strasbourg l'an prochain, mais aussi beaucoup de grands noms déjà identifiés ici, comme celui d'Anne Théron. Avoir convoqué ici des artistes forts, ça permet d'abord que Strasbourg soit au centre de la scène française, puisque ce qui est important avec tout ce qu'on fait ici au TNS depuis 2 ans, c'est que le TNS rayonne énormément en France sur les autres scènes françaises. Mais ça aussi parce que j'ai choisi des artistes associés qui sont les artistes majeurs, on va dire, de la scène française aujourd'hui. Ces artistes associés, comme Julien Gosselin, dont on a déjà vu de 1666, sont acteurs, metteurs en scène et dramaturges. Depuis 2 ans déjà, on les croise sur scène régulièrement ici, parfois même avec des spectacles dont la thématique ou le texte d'origine sont semblables. Cela abolit les barrières. C'est une programmation de compagnonnage où les spectateurs autant que les acteurs scrutent ce dont est capable le théâtre aujourd'hui. Entre les humains, ça grince. À ce titre, voir les spectacles montrés l'an prochain sera comme cette année déjà une prise de risque assumée, puisque pleine de sauts dans l'inconnu. Avec un repère. On ne cherche pas à faire forcément des spectacles qui vont plaire à tout le monde, on cherche des spectacles qui vont créer de la réaction chez tout le monde. Et c'est noté. Je vous rappelle la principale information de ce journal. Un suspect a été interpellé suite au meurtre d'un homme de 32 ans samedi soir à Rixheim. La victime connaissait celui qui est soupçonné de l'avoir abattu par balle. Les 2 hommes auraient eu plusieurs altercations avant cet épilogue dramatique dans le quartier de la Rotonde où ils s'étaient donné rendez-vous. L'enquête se poursuit avec d'importants moyens sous la direction de la brigade de recherche de Strasbourg. À suivre dans votre édition nationale, la première rencontre officielle entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Le tapis rouge déroulé à Versailles pour accueillir l'homme fort du Kremlin. Journal présenté par Carole Gessler. Restez sur France 3. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain. Bonsoir.